Hello et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Natürlich. Rencontre avec Mathieu Lehanner, ses innovations design et ses créations incontournables. On vous fera goûter la brise salée de Saint-Jean-de-Luz. Coup de fraîcheur sur vos visages avec les éventails cultes du Veuleroy. La relève du jour, c'est Bienfait qui réveille le monde du papier peint Made in France. Mais tout de suite, ces points de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic Version Française, c'est maintenant. On jette l'encre quai de l'Oise sur la péniche L'eau et les rêves, librairie axée autour d'une thématique maritime qui nous donne des envies de voyage. Engagée, la péniche propose également des ateliers pour se sensibiliser à la question de la préservation des océans. Un cadre convivial pour la seule librairie ayant hissé son pavillon au-dessus de Paris. La base sous-marine bordelaise porte avec elle les stigmates de la Seconde Guerre. Mais ça, c'était avant que la mairie s'en mêle pour tenter une expérience inédite, ramener à la vie le bunker oublié en le métamorphosant en une galerie atypique accueillant l'art contemporain français. Une belle manière d'orienter le regard des visiteurs vers ce qui importe, l'avenir. The M Molitor présente les instantanés d'une époque à ne pas oublier, celle de l'emblématique piscine. Série d'argentique immergée dans une foule de corps dénudés et de seins nus, le coffret de Gilles Rigoulet est à partager, offrir, exposer pour les amateurs de photos et de piscine et bien sûr les nostalgiques du temps où on n'avait pas besoin de bonnet en plastique pour piquer sa tête. Kim Roselier, c'est cet artiste à la créativité démentielle qui révolutionne la pratique de l'aquarelle et nous donne des envies de razzia. Ses illustrations et portraits résolument contemporains croisent la poésie au graphisme pour un rendu charnel où les corps se connectent. En bref, des bouts d'histoire qui ressemblent à la nôtre, celle du voisin ou des autres. Rencontre avec le designer Mathieu Lehanner qui innove avec des objets qui mélangent art, science, technologie et design. Mathieu Lehanner est un designer français. Passionné de sciences, de technologie et d'écologie, il aime joindre l'utile à l'agréable, mais dans une vision avant-gardiste. Il fut l'un des premiers à intégrer la technologie au design d'intérieur et il développe aujourd'hui des projets tout aussi différents les uns des autres. Des enceintes aux multiples facettes, humidificateurs d'air et mobilier urbain solaire. C'est un projet qu'on vient de livrer, qui est une commande en fait de la région Poitou-Charentes et qui est actuellement installé devant le ministère de l'écologie pour la COP21 et qui en fait est une recherche de nouveaux luminaires urbains et mobilier urbain qui utilise à la fois un bois qu'on va sculpter numériquement pour lui donner justement cette sorte de relief à la fois industriel, mais évidemment qui rappelle une sorte de tronc d'arbre à l'état naturel. Et puis un élément qui n'est pas ici sur la maquette, mais qui est une sorte de coupole comme ça qui va récupérer l'énergie solaire pour alimenter en direct la lumière. L'air, l'eau, le son et la lumière sont ses matériaux préférés. Proche de la nature, mais pas Robinson Crusoe non plus, Mathieu Lehanner, c'est un peu l'homme qui murmurait à l'oreille des pierres. Les pierres, il en est fou. C'est donc naturellement qu'il nous rencontre au musée de la minéralogie de l'école des mines. Je vais les ouvrir pour me servir comme ça. L'éternelle frustration des musées, c'est qu'on voudrait les toucher, quoi. C'est qu'on voudrait les caresser, on voudrait les ressentir, et qu'évidemment, je suis face à une vitre. Je ne sais pas d'ailleurs si j'ai le droit de toucher, mais je prends le droit. On comprend alors où il puise son inspiration. Est-ce le pouvoir des pierres ou pas? Mais Mathieu, le designer, se transforme tout d'un coup en philosophe. Je suis pas sûr qu'un oiseau sache qu'il s'appelle un oiseau. Chasseur immobilier. Franchement, des musées avec une vue comme ça, j'en connais pas beaucoup.
dermatologue pour Pierre Bronzé. Bon, d'habitude, les musées ont toujours besoin de se protéger de la lumière. A priori, les pierres, elles, ça ne leur pose pas de problème. Et professeur d'histoire géo. On passe du Tarn, notre petit Tarn français, à la Pologne. On va faire un saut au Royaume-Uni. On passe en Bavière, en Chine. Une chose est sûre, les minéraux sont une leçon d'humilité pour le designer. Alors, j'ai par exemple un gros quartz, comme ça, un gros cristal de roche, et qui est une matière assez fascinante parce que naturellement sculpté comme pourrait l'être une architecture, comme pourrait l'être une sculpture. C'est qu'on a d'un seul coup la nature capable de créer ces formes absolument géométriques, absolument plates, sans la main de l'homme. Alors, pour un designer ou pour un concepteur ou pour un architecte, c'est toujours une chose qui est un peu intimidante, où on se dit, mais une fois qu'on a vu tout ça, une fois que vous voyez une chose comme ça, à quoi bon continuer à faire des choses? Donc après, il faut oublier pour se remettre au travail. Laissons donc Mathieu oublier pour qu'il replonge dans de nouveaux projets design aux atouts minéralogiques. Avouez que c'est quand même beau, non? Bonjour Mathieu Lehanner. Bonjour. Vous êtes designer. Le design, c'est un terme très vaste. Votre définition du design, ça serait quoi? Personne, à ma connaissance, n'est jamais parvenu à donner une définition très intéressante ou stable de ce métier-là. Néanmoins, il y a un esprit éclairé, je ne sais même pas qui c'est, peut-être un designer, qui a dit un jour ne demandez pas à un designer de dessiner un pont, demandez-lui plutôt un moyen de traverser la rivière. C'est un côté comme ça un peu, presque un peu philosophique, un peu Confucius. Mais voilà, c'est une définition assez belle parce qu'elle montre que le design n'est pas qu'une question de forme, n'est pas qu'une question de beauté, mais que le designer est possiblement un fournisseur de solutions intelligentes et si possible belles. Votre définition du design, on l'a très bien vu, c'est un design qui va vers l'innovation, qui collabore avec la science, avec la technique, beaucoup. Pourquoi ? Pour une raison assez simple. Moi, quand j'étais étudiant en design, je me suis fait une réflexion en me disant mais je dois dessiner des objets, concevoir des choses pour des êtres humains. Donc il faut que je commence par comprendre ces êtres humains-là. Il ne faut pas que je les considère juste comme des groupes de consommateurs, des enfants, des adolescents, des adultes, des seniors, mais que j'essaie de savoir qui ils sont vraiment. Comment ils voient, comment ils entendent, comment ils pensent, comment ils croient, etc. etc. Et pour ça, j'ai commencé à me tourner vers la science, donc non pas devenir scientifique, ce qui est bien au-delà de mes compétences, mais en tout cas d'essayer de voir comment la science pouvait nourrir mon travail pour tout simplement que je comprenne mieux les personnes auxquelles je m'adresse. Alors si on constate que le design est là pour améliorer nos conditions de vie et nos vies, c'est quoi le confort et le luxe pour vous ? Le confort et le luxe, c'est une absolue nécessité. Nous sommes une espèce, l'espèce humaine, une espèce assez complexe, assez incohérente, où on doit parfois s'occuper de notre strict besoin et nécessité et constamment alterner avec la chose la plus futile. Et ça, je l'accepte et ça m'intéresse. Je ne veux pas non plus me concentrer exclusivement sur des sujets qui seraient, comme les soins palliatifs, extrêmement sérieux, extrêmement lourds. Mais si on considère l'être humain comme mon premier interlocuteur ou mon premier client, si on peut dire, je dois accepter ces choses absolument nécessaires pour lui, pour sa vie, pour sa santé, et puis accepter sa part futile qu'il a chez lui et que j'ai également chez moi. Basque et cosmopolite, Saint-Jean-de-Luz s'est construite entre terre et mer. Saint-Jean pour les intimes a aussi un petit côté cuir bien tanné et bien coupé chez Manufactum où l'on retrouve les créations dans une splendide galerie-atelier.
On se trouve dans l'atelier boutique Manufactum. Comme son nom l'indique, c'est un atelier et une boutique dans lequel on fabrique des sacs et accessoires en cuir et toile basque. L'atelier est ouvert sur la boutique ou vice-versa. Notre métier avant tout, c'est la maroquinerie, c'est le fabriquer, c'est de créer. Donc c'était important de se différencier par rapport à une boutique classique et traditionnelle. La clientèle, ben oui, apprécie beaucoup puisqu'elle a l'odeur du cuir, elle a les bruits de marteau, puis elle nous voit travailler. C'est assez rassurant pour elle aussi de savoir un petit peu d'où viennent les choses. Idéal pour partir affronter les plus belles plages de la côte. Mais attention, car c'est aussi sur ces plages qu'un drôle de créateur se fournit pour y apposer sa griffe. Ça, c'est à base de néoprène de combinaisons de surf recyclées. Je bosse le néoprène, qui est la matière des combinaisons de surf depuis 1996, date à laquelle j'ai commencé à faire des combinaisons. Je me suis aperçu qu'on pouvait faire d'autres choses avec cette matière, parce que elle était assez fluide, et imperméable, résistante à quelques intempéries, et surtout très agréable à travailler. Les inspirations de Tom sont ultra graphiques. Là, par exemple, on a un peintre. Mon gros référence est Courrèges. Quelques années de Paco Rabanne et il y a Hussein Chalayan aussi. Ce maillot jaune ferait lui aussi son effet sur les Champs-Élysées. Le col en cuir, le revers de col est en cuir. La manche ici est en cuir, juste le dessus de manche. Pour l'élasticité, le dessous est en néoprène. De la haute couture en néoprène qui ne passerait pas inaperçue aux Halles de Saint-Jean-de-Luz où toutes les saveurs du Pays Basque se télescopent. Et niveau cuisine, c'est aux Okomoko qu'on se retrouve chez le plus jeune chef étoilé de France. Je n'avais jamais pensé faire de la cuisine. J'ai même tenté une école d'ingénieur, ce que mes parents aimaient beaucoup. Et quand je leur ai annoncé que j'allais partir dans ce métier-là, bon, ils étaient beaucoup moins chauds. Merci donc à ses parents de l'avoir laissé suivre sa voie. Le plus gros du travail dans la cuisine, c'est de trouver le produit d'exception, qu'il soit noble ou pas d'ailleurs, et de le travailler le moins possible, de le laisser le plus brut possible. Si on pouvait l'envoyer entier sans rien le faire, juste avec une cuisson parfaite et un jus qui va le sublimer, ça m'irait totalement. Ce dont on est content surtout, c'est de voir les clients repartir contents du restaurant. L'étoile, c'est une belle chose, mais une salle pleine avec des clients contents, c'en est une autre. Notre dernier coup de cœur nous emmène dans le branchissime port de Guétari, à 5 minutes en longeant la mer, pour y voir la galerie concept Providence, aux inspirations marines revendiquées. Guétari, c'est un petit coin assez atypique et qui est assez unique. Le magasin en lui-même ressemble à une proue de bateau, donc il y a un côté assez naturel. Et Providence, c'était la frégate de Michel le Basque, qui était un corsaire basque. C'est ouvert à toute proposition. En fait, on peut faire du happening. On a fait une exposition avec Franck Cazenave, qui est un artiste de Biarritz, où on a plongé l'endroit dans le noir et c'était une expérience sensorielle. On est dans quelque chose de très ouvert et à plus un lieu qu'une galerie, en fait. Plongez dans la douce vie du Pays Basque avec cette escapade à Saint-Jean-de-Luz. Mathieu, vous travaillez aussi beaucoup avec le professeur Edwards, David Edwards de Harvard. Oui. Vous avez notamment un projet que je trouve très intéressant, d'apporter de l'eau en Afrique du Sud. Oui. Comment ça se passe? C'est un projet sur lequel on travaille depuis maintenant plusieurs années, où on prototype, où on teste beaucoup de choses. On ne voulait pas du tout arriver en Afrique du Sud avec la bonne réponse en disant voilà, nous sommes les plus forts, les plus intelligents, voilà ce qu'il faut faire. Mais en allant sur place, en essayant de comprendre, et nous avons là en test un système qui s'appelle Cellbag, et dont le principe en fait est comme une sorte de tuyau comme ça rétractable qui vous permet en fait de transporter de l'eau depuis 1 litre jusqu'à 15 litres. Et puis, ce qui est également important dans ce projet-là, c'est qu'un des gros problèmes, c'est comment on nettoie ces éléments pour transporter de l'eau. Aujourd'hui, c'est souvent des jerrycans, qui étaient de l'essence ou de l'huile, qui fonctionnent bien, qui sont très résistants, qui ne coûtent pas cher. Le problème, c'est qu'ils sont innettoyables. Donc l'eau, évidemment, et un récipient a besoin d'être nettoyé parce qu'elle croupit, parce que ça moisit, etc. Donc le principe de cette étude-là permet aussi très facilement d'accéder et sans consommer de l'eau pour nettoyer mon propre récipient.
Pour finir, juste, quel serait votre rêve? Un projet que vous aimeriez réaliser, que vous n'avez pas encore fait? En ce moment, parce que ça change souvent, en ce moment, ce serait sans doute une école. Et une école, j'ai envie de dire au sens large, qui irait de la conception du bâtiment, mais jusqu'à la conception du stylo. Trouver vraiment une façon de faire en sorte que ce moment de l'apprentissage, moi je me suis beaucoup ennuyé à l'école, comme pas mal d'autres je crois, soit un vrai moment où je ne suis pas que passif, où je suis absolument actif, où je comprends quelques rouages de la société, mais sans que déjà on me dise tu sais dehors ça va être difficile, donc je te prépare déjà aujourd'hui à ce que ce soit vraiment difficile. Il y a pour moi des vraies innovations très très humaines, très très à l'écoute de ces moments-là, pour que tout simplement voilà, on vive des moments riches d'apprentissage. Bon, nous, en tout cas, on attend avec impatience une école Mathieu Lerner. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Retrouvez tout de suite notre rubrique phare sur un objet mythique, mode, design ou gourmand. C'est notre focus. Florissante et célèbre au XIXe siècle, Duvel-Roy était l'une des plus grandes maisons parisiennes d'éventail et fournissait toutes les cours européennes. Alors qu'il est progressivement tombé en désuétude, Raphaël de Panafieux et Héloïse Gilles décident de ressusciter cet objet original à la gestuelle si typique, signée du symbole de la maison, la marguerite. L'une est amoureuse des éventails depuis l'enfance, l'autre s'intéresse au patrimoine de marque depuis 10 ans. Forcément, le coup de foudre était inévitable. Quand on s'est rencontrés avec Héloïse en 2009, on était au bord d'une piscine et je portais un éventail. Je suis une amoureuse des éventails, j'en ai toujours porté. Mon père me rapportait de ses voyages au bout du monde et Héloïse a adoré mon éventail. Elle était elle-même experte en patrimoine de marque et on s'est dit, mais pourquoi cet objet a complètement disparu des mains des femmes alors qu'il est si poétique, si beau, si féminin et qu'il pourrait redevenir un accessoire de mode. En 2010, les deux jeunes femmes, amoureuses des traditions et du savoir-faire français, s'associent à l'héritier de la maison Duvel-Roy pour faire revivre la marque à travers des créations contemporaines. Si la maison Duvel-Roy a perduré malgré un déclin du port de l'éventail après-guerre, c'est grâce à la passion de cet homme qui a conservé moule à plisser, éventail ancien, patron et projet de monture, avec la certitude d'en faire un jour quelque chose. Pour nous, Héloïse ressort la collection d'archives de la maison. Je voulais vous montrer une partie des archives de la maison Duvel-Roy. Celui-ci, c'est un éventail de forme ballon qui est quasiment entièrement rebrodé de paillettes. La monture est en nacre blanche, incrustée de paillettes acier. Et on y retrouve cette forme de cœur un petit peu dans la monture qui est typique du Duvel-Roy. Il y a également tous les projets de feuilles publicitaires puisque la maison Duvel-Roy a toujours travaillé pour des grands noms du luxe, des grands hôtels, des maisons de parfums. Celui-ci, c'était un bon à tirer pour l'hôtel Ritz, dessiné par Privat Livemont en 1899. Et on voit vraiment le côté belle époque, art nouveau, qui a été stylistiquement parlant très important pour la maison Duvel-Roy. On trouve aussi des choses très amusantes, comme par exemple ces éventails animaliers, qui étaient dessinés par un artiste qui s'appelle Thomas, et dont les clientes raffolaient totalement. Et oui, la folie des filles pour les chatons ne date pas de YouTube. Et puis l'incontournable langage de l'éventail, qui était une manière de codifier, de dire à son mari ou ses amants comment signifier d'un seul geste « je vous aime, je vous hais, je ne suis pas disponible ce soir » en manipulant son éventail. Le cœur de la maison Duvel-Roy, c'est l'éventail haute couture. Mais pour faire évoluer l'objet et le démocratiser, Raphaël et Héloïse ont lancé une ligne prête à porter. On a pu faire des éventails sur mesure pour des princesses. En parallèle, c'était très important pour nous de remettre l'éventail entre les mains de toutes les femmes et que ça puisse devenir un accessoire de mode que les femmes d'aujourd'hui s'approprient. Donc la première collaboration qu'on a faite, c'était avec Jean-Charles de Castelbajac qui a adoré cet objet et qui s'est beaucoup amusé à imaginer un éventail pour la maison Duvel-Roy. C'était un éventail sur lequel il a écrit Air Conditioning et qui a été porté par Katy Perry, par Cara Delevingne et par beaucoup de fashion
fashionistas du monde entier. Pour créer ces éventails, elles font appel aux artisans d'une dizaine de corps de métier, sculpteurs, graveurs, brodeurs ou plisseurs. Et comme nous l'explique Raphaël, pour le montage et le plissage des éventails, on n'a pas encore trouvé de machine qui puisse réaliser ces étapes. Pour nous, l'éventail, c'est un objet contemporain. C'est à la fois un accessoire de mode, c'est comme un bijou, ça termine un style, ça termine une tenue, ça termine un look. Oui, pourquoi pas? Et grâce au renouveau apporté par Raphaël et Héloïse, ces prestigieuses créations s'exportent dans le monde entier. Arabie Saoudite, Japon ou États-Unis. La maison d'éventail du Velleroy continue ainsi de faire perdurer son rêve, celui de remettre l'éventail aux mains de toutes les femmes. Bienfait, c'est une maison qui crée des papiers peints délicats et graphiques en plein cœur de Paris. C'est notre relève qui réveille votre déco. C'est dans le célèbre quartier du Marais que nous sommes allés à la rencontre de Cécile, créatrice de papier peint. Oui, papier peint, vous avez bien entendu. Terminez les motifs ringards et sans saveur, bienvenue chez Bienfait. D'ailleurs, pourquoi Bienfait ? Nous, on a choisi de s'appeler Bienfait, donc on est hyper exigeant, et même s'il y a un tout petit truc qui ne va pas, que peut-être le client ne va jamais voir, moi, ça va m'empêcher de dormir, je vais pas le vendre. Donc, poubelle. Ok, on a compris. Ce qui prime chez Bienfait, c'est l'exigence. Mais concrètement, le papier peint aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Les oiseaux, ça fait partie des papiers peints, des décors qu'on a depuis plus longtemps. C'est presque le premier. C'est un de mes préférés. Je l'ai eu 2 fois chez moi. Je m'en suis jamais lassée. Parce qu'il a un côté classique et contemporain. Il est doux parce que c'est un oiseau, c'est un martinet. Les martinets, c'est des oiseaux merveilleux qui font tout en volant, qui sont complètement incroyables. C'est ça que j'aime. Et Cécile l'aime tellement qu'elle se les fait tatouer sur le bras. Alors du coup, je l'ai en... Oui, voilà. Ouais. Et à part les oiseaux? Je peux vous montrer Carlton. Carlton, c'est le nom d'un meuble qui est composé de plein de petits modules de toutes les couleurs et que j'ai eu envie de faire s'envoler. Donc on a ces petits blocs de toutes les couleurs qui tourbillonnent. Donc sur ce dessin-là, sur ce décor-là, on a toutes les montagnes, toutes les chaînes de montagnes, tous les volcans. C'est un paysage plus mystérieux, assez nocturne, pour une ambiance cosy. Quelque chose, une bibliothèque, une chambre, avec une atmosphère assez spéciale. Mais il faut être courageux pour l'acheter quand même. Parce que les fonds noirs, les gens, ça leur fait peur. Mais Cécile, elle, n'a pas peur du noir. J'ai une pièce, c'est pas noir, mais j'ai une petite pièce, une pièce de commodité, on va dire, qui est peinte en très sombre. Traduction, chez Cécile, même les toilettes sont recouvertes de papier peint. Mais le papier peint, à la base, il est fabriqué comment? Donc voilà, ça a été fait au stylo, de façon très simple. Mais très forte, le trait est très beau, très fort. Et puis ensuite, on a scanné chaque élément et tout a été, j'ai tout recomposé pour constituer ce décor. Avant d'être plaqué au mur, un papier peint, ça s'imagine. D'ailleurs, initialement, la passion de Cécile, c'est plutôt le dessin. Je dessine un nuage, point par point, pour vraiment qu'on sente la légèreté et qu'on sente qu'il y a une main aussi qui l'a dessiné. J'aime bien cette idée-là. Très bien, Cécile semble totalement envoûtée. Mais ça vient d'où cette passion pour le papier peint? Je dessinais sur les murs quand j'étais petite, comme beaucoup d'enfants. Je dessinais des araignées sur mes fleurs. Je suis née dans les années 70, donc il y avait beaucoup de fleurs sur les murs. Et beaucoup de papier peint. Donc je pense que ça, déjà, culturellement, ça m'a clairement marquée. J'ai dessiné du motif pour le tissu pendant 10 ans. Et j'ai eu envie de passer à un support... plus grandeur, plus oversize. J'ai eu envie que ça prenne une ampleur différente. Donc le papier peint, ça arrive assez naturellement. Et aujourd'hui, qui achète du papier peint? Alors les clients de Bienfait, c'est vraiment très large. On a à la fois des particuliers qui veulent une déco différente, qui veulent une déco avec de la personnalité, avec une identité très forte, qui veulent que tout de suite chez eux, il y a un changement qui s'opère. Et là, ils vont trouver forcément quelque chose de très bien chez nous parce qu'il y a soit de la couleur, soit un univers qui va tout de suite apporter une identité aux pièces. Mais c'est aussi et surtout des décorateurs. En parlant de clients, Cécile nous emmène justement chez son coiffeur, lui aussi adepte des dessins bien faits sur les murs. Tu vois, quand on vient se faire coiffer chez Fred, on s'installe là et on se voit devant le papier peint.
que c'est très réussi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le bouche à oreille semble parfaitement fonctionner. J'ai pris plein de followers depuis que... depuis que c'est là. Bon bah voilà, pour nous c'est fini aujourd'hui, donc on laisse Cécile dans les mains de son coiffeur chéri. Bisous. Version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye!